Alors, bonjour à tous, une petite vidéo pour un petit peu vous détailler la correction des exercices de chimie orga de cette semaine. Donc, vous aviez l'exercice 4 et 5 à faire dans le chapitre sur les composés oxygénés et il y avait aussi l'exercice A sur le troisième chapitre sur la combustion. Donc, on va commencer par l'exercice 4 sur les composés oxygénés. Donc, ça se présentait comme ceci. Vous aviez un tableau avec différents composés organiques. Et alors, on vous donnait la masse molaire de chaque composé, la température de fusion, donc la température à laquelle le composé passe de l'état solide à l'état liquide, et la température d'ébullition, c'est-à-dire la température à laquelle le composé passe d'un état liquide à gazeux. Et alors, ce qu'on vous posait comme première question, c'était que à une température ordinaire, donc température ordinaire, ça équivaut à 25 degrés, mais est-ce que les composés qui sont représentés dans le tableau ici sont gaz, des solides ou des liquides? La première chose à faire pour essayer de comprendre un petit peu ce tableau, c'est essayer de voir ce qu'il signifie. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de voir quel état on a entre quel type de température. Donc moi, pour essayer de résoudre ça le plus facilement possible, je me suis fait un petit dessin. Donc l'état de la matière le plus stable, ou celui dans lequel il y a le moins de chaleur, c'est l'état solide. Ensuite, vous allez avoir une période de transition où vous allez être en fusion. Donc forcément, on aura une température de fusion. Quand votre solide est entré en fusion, il est devenu un liquide. Et puis alors, il peut passer encore au dernier état. Ça, ce sera par l'ébullition. Je ne sais jamais s'il faut mettre 1 ou 2 L. On en mettra 2 cette fois-ci. Ébullition. Forcément, il y aura une température d'ébullition. Et donc après, on sera à l'état gazeux. Donc ça, ce sont les différentes étapes par lesquelles un élément va pouvoir passer. Alors, nous, on demande à 25 degrés, dans quel état est-ce qu'on se trouve? Si on regarde le premier composé, c'est le méthane, donc c'est CH4. On nous dit qu'il va avoir une température de fusion de moins 184 et une température d'ébullition de moins 164 degrés. Et nous, on aimerait bien savoir, OK, à 25 degrés, il est dans quel état? Ici, on est à moins 184 et là, on est à moins 164. 25 degrés, il est bien après. Et donc, ça veut dire qu'à 25 degrés, votre méthane, c'est un gaz. Donc le méthane, c'est un gaz à 25 degrés. On peut regarder avec la deuxième molécule, c'est l'éthane, donc c'est C2H6. Au niveau des températures de fusion et d'ébullition, donc la fusion elle est à moins 172 et l'ébullition elle est à moins 90 degrés Celsius toujours. À nouveau, nos 25 degrés, donc les conditions dans lesquelles on est, c'est bien après que l'éthane soit devenu gazeux, donc il est bien un gaz aussi. Pour le propane et pour le butane, ça va être la même chose, donc je vais les faire en même temps. Donc le propane, c'est C3H8 et le butane, c'est C4H10. Donc le propane, il est à moins 190 en température de fusion et au niveau de l'ébullition, il est à moins 44. Pareil pour le butane, on est dans les négatifs pour la fusion, donc moins 135 degrés Celsius. Et pour l'ébullition, on a un petit peu monté quand même, on est à 0 degré. Dans tous les cas, à nouveau, nos 25 degrés, donc les conditions qu'on impose ici, c'est bien après le point d'ébullition, donc ce sont aussi des gaz.
Donc les 4 premières molécules, le méthane, l'éthane, le propane et le butane, ce sont des gaz. Donc ça, c'est pour les premiers. Alors, il nous reste le pentane et l'écosane à faire pour les alcanes purs, donc les molécules qui ne contiennent pas encore de O. Donc le pentane, hop. Si je refais vite fait mon petit tableau, donc c'est solide, puis on a une fusion, on a du liquide, et puis on a alors l'ébullition, et puis on a le gaz. Donc pour notre pentane, dont la formule c'est C5H12, on vous dit dans le tableau, la fusion elle se fait à moins 131 et l'ébullition elle se fait à 36 degrés. On est toujours à 25 et donc si j'essaye de placer 25 sur mon espèce de ligne du temps des températures, 25 va se retrouver ici. Donc ça va vouloir dire que le pentane en fait il est liquide à 25 degrés. Ça, c'est pour notre pentane. Le dernier alcane, c'est l'écosane, dont la formule barbare est C20H42. Si je regarde ses valeurs à lui, donc à 38 degrés, hop, il entre en fusion. Donc ça veut dire qu'à partir de 38 degrés, il devient liquide. Et pour l'ébullition, donc la température à laquelle il devient un gaz, on est à 205 degrés. On est toujours aux mêmes températures. J'essaye de placer ma température de l'exercice dans ce petit tableau, donc 25 degrés. On ne va pas se retrouver ici, on va se retrouver en fait carrément avant la température de fusion. Donc en fait, ça veut dire qu'à 25 degrés, hop, l'écosane est un solide. Maintenant, il nous reste à faire les différents alcools. On va commencer par le méthanol. Donc la formule c'est CH3OH. Je reprends mon petit tableau, avec lui ça va aller tout seul et en fait ça va être exactement pareil pour toutes les autres molécules qui vont suivre le méthanol, c'est toujours le même principe. Donc on est à moins 98 degrés en fusion et on est à 65 degrés Celsius en ébullition. Je cherche à mettre mes 25 degrés, ils vont être pile entre les deux. Donc ça veut dire qu'à 25 degrés, le méthanol, c'est un liquide. Je fais encore l'éthanol avec vous, et puis pour le propanol, le butanol et le pentanol, ça va être exactement pareil en fait, c'est tout le temps la même chose. Le 25 degrés se situera toujours à l'état liquide pour les alcools, en tout cas qu'on vous donne dans l'exercice. Donc l'éthanol, dont la formule est C2H5O5. Au niveau de la température de fusion, on est à moins 112 et pour la température d'ébullition, on est à 78. De nouveau à 25 degrés, je me retrouve en état liquide. Et donc pour le propanol, le butanol et le pentanol, c'est pareil, ce sont des liquides. Propanol, butanol et pentanol égale liquide à 25 degrés. Donc ça, c'est pour le premier exercice avec, on vous demande en A de classer les substances en liquide, solide ou en gaz. La question B, elle vous demande, est-ce qu'il existe une relation entre les masses moléculaires des différentes molécules et les températures de fusion et d'ébullition. Pour ça, hop, on peut reprendre notre feuille, que je vais plier ici pour plus de facilité. Je fais la mise au point, et alors on nous demande ici de regarder la masse molaire et de la comparer aux deux températures d'ébullition qu'on a ici.
Donc, si on regarde, on va d'abord s'intéresser à tout ce qui ne contient pas de l'alcool. Donc, hop, on s'arrête à l'icosane. Donc, si on regarde les températures de fusion et qu'on essaye de voir par rapport à la masse molaire, qu'est-ce qui se passe? Bien, plus votre masse molaire augmente, plus les températures ici augmentent. Donc, vous êtes très, très négatif et puis vous allez devenir même à un moment carrément positif. Pareil pour les températures d'ébullition, plus la masse molaire augmente, donc plus votre molécule est grosse, plus elle contient des C, plus vous allez avoir une température d'ébullition qui devient haute, ou une température de fusion aussi qui devient haute. Quand vous passez à la fusion et quand vous passez à l'ébullition, vous cassez en fait des liaisons entre les différents atomes, et plus vous avez des atomes, ben ici si vous avez C20, ça veut dire qu'il va y avoir au moins 19 liaisons à essayer de casser, contrairement à C2 ici où il n'y en a qu'une entre les deux C. Là il y a 19 liaisons entre les C, donc beaucoup d'énergie nécessaire pour casser tout, et donc beaucoup de chaleur et donc des températures élevées. Alors que quand vous n'avez que 2 C, ben, il y a une seule liaison à casser entre les C, puis les petites liaisons entre le C et le H, mais il faut beaucoup moins d'énergie. Donc plus la température plus la masse molaire augmente, plus il faut fournir une haute énergie et donc une haute température pour la fusion et pour l'ébullition. Donc ça, c'était pour la question B où on vous demandait quelle est la relation entre les masses moléculaires relatives et les températures de fusion et d'ébullition. Plus vous allez avoir des C, plus la molécule va être grosse, plus il faudra fournir de l'énergie pour la casser. Et pour l'exercice C, on allait vous demander en fait de comparer des molécules et essayer d'expliquer comment ça se faisait qu'elles avaient une masse molaire aussi proche, mais des températures d'ébullition si différentes. Donc les deux premières molécules à comparer, c'est le butane et le propanol. Donc voici les formules. Donc butane, c'est C4H10 et le propanol, c'est C3H7OH. Si on regarde les masses molaires, elles sont effectivement assez proches. On est à 58 et 60. Par contre, si on regarde les températures d'ébullition, on voit qu'on a quasi 100 degrés de différence. Et la chose qu'on vous demande d'expliquer ici, c'est comment ça se fait. On retrouve exactement la même situation pour les deux autres molécules, donc le pentane dont la formule est C5H12 et pour le butanol dont la formule est C4H9OH. On a des masses molaires qui sont relativement proches, 74 et 72. Par contre, quand on regarde les températures d'ébullition, ici, on est presque à 80 degrés de différence. Et là, on se demande comment ça se fait qu'en ayant des masses moléculaires aussi proches, on ait tant de différences. Je vous en ai parlé juste avant, mais quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, donc on a l'ébullition, on va devoir casser des liaisons entre atomes, entre molécules. Si vous vous rappelez, les molécules d'un liquide, elles ne sont pas tout à fait liées, mais elles restent quand même relativement proches l'une de l'autre, alors que pour un gaz, il y a de très grands espaces entre les molécules, et aussi, certaines molécules peuvent aussi être détruites. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'espace entre les molécules, c'est parce qu'on leur fournit énormément d'énergie et donc on a beaucoup moins de cohésion moléculaire entre les molécules. Et donc ça peut se faire quand on fournit de la chaleur et donc de l'énergie à vos molécules. Ici, du coup, on essaye de comparer comment ça se fait que pour réussir à passer de l'état liquide à gazeux, ici, il suffit qu'on soit à 0 degré, alors que là, il faut qu'on soit quasi à 100 degrés. Si on compare nos deux molécules, le nombre de C n'est pas très éloigné, le nombre de H non plus. Ici, on est à H10, ici, on est à H7 plus A, donc H8. Par contre, on a une grosse différence ici qui est liée à l'atome de O. Si vous vous rappelez votre cours de chimie de l'année passée avec les liaisons chimiques, l'atome d'oxygène, c'est un atome qui va faire des liaisons très fortes avec le carbone, mais aussi avec le H. On parle de liaisons polaires ou polarisées. Donc comme ce sont des liaisons qui sont extrêmement fortes et qui vont amener des charges aussi au niveau de vos molécules, pour réussir à casser ces liaisons, à casser ces attractions entre les molécules, il va falloir fournir une température beaucoup plus élevée pour réussir à séparer les molécules qui sont liées à cause de l'oxygène, qui amène des charges partielles et qui fait des liaisons très fortes. Donc pourquoi est-ce qu'on a une telle différence ? En fait, c'est juste à cause de la présence de l'oxygène qui amène énormément de force au niveau des liaisons et au niveau des attractions entre molécules. Et pour réussir à casser cela, il faut amener énormément d'énergie.
Donc ça, c'est pour l'exercice 4. L'exercice 5, il fallait simplement lire le petit texte et alors réussir à mettre en évidence les choses positives et les choses négatives par rapport aux composés dont on vous parlait, donc les conservateurs chimiques. Au niveau des choses positives, on avait tout d'abord dans le premier paragraphe, on vous parlait que ça permettait de supprimer ou de freiner l'activité des bactéries en évitant la fermentation, la putréfaction, les moisissures, etc., etc. Et alors, on vous parlait aussi que ça conservait assez longtemps les aliments tout en gardant forcément le goût. C'est quand même intéressant de garder le goût d'un aliment quand on essaye de le conserver, plutôt que celui-ci change complètement suite au produit qu'on utilise. Donc ça, c'était pour les points positifs. Au niveau des points négatifs, il n'y en avait qu'un seul qui était réellement soulevé, c'est que dans ces conservateurs, il y en avait pas mal qui pouvaient amener des allergies chez les personnes. Et donc, c'est le point négatif qu'on pouvait alors retrouver pour ces différents conservateurs. La deuxième chose qu'on vous demandait, c'était par rapport aux molécules qui étaient représentées ici, mais c'était simplement d'entourer les fonctions, les groupements. Et alors, on vous parlait justement d'essayer de trouver des alcools, des acides ou des esters dans la structure des molécules. Donc c'est un peu comme l'exercice que vous aviez dû faire dans un autre chapitre, donc dans le chapitre des composés oxygénés. C'est un peu comme l'exercice A ici où il fallait entourer, voilà, on a un ester, ici on a un alcool, là on va avoir un ester, etc. Et puis alors, ici c'est exactement pareil. Quand vous allez vous retrouver avec du OH, hop, vous êtes d'office sur un alcool. Si vous avez un OO qui sont liés à C ici et qui a une double liaison avec du O, c'est de l'acide carboxylique. Et puis alors, vous allez avoir de l'ester ici, deux O qui sont liés, mais pas en bout de chaîne, ils sont en plein milieu de la chaîne. On va être sur de l'ester. Donc voici pour les différents composés. Quand on regarde le nom, on peut quand même un petit peu s'aider. Ici, on vous parle d'acide ascorbique, donc forcément, vous allez avoir une fonction acide, un groupement acide, pareil ici, pareil là, pareil là. Ici, on ne va pas vous parler d'acide, donc il n'y aura pas de groupement acide. Par contre, on vous parle de OAT. Si vous vous rappelez, OAT, c'est une façon de nommer les esters. Et on a aussi une fonction alcool ici qui n'est pas exprimée en ol, comme le propanol, le butanol, mais c'est un groupement hydroxyde et on retrouve bien le mot hydroxyde ici. Ça, c'était pour le dernier exercice donc sur les composés oxygénés. Et alors, je vous avais demandé aussi de réaliser le premier exercice sur la combustion. Donc, c'était un exercice qui vous demandait juste de représenter des molécules comme vous aviez dû le faire dans le chapitre des alcanes, donc le premier chapitre. Et alors, on vous posait comme énoncé que les alcanes répondant à la formule moléculaire C7H16 sont des constituants des essences. Et alors, on allait vous demander d'essayer de représenter les différents alcanes qui pouvaient avoir la formule C7H16. Donc, C7H16, c'est la molécule avec laquelle on va travailler. C7H16, zip. Et alors, on vous demande, dans le petit a, d'essayer de représenter 3 isomères de structure. Donc, pour rappel, un isomère de structure, c'est en fait un isomère de chaîne. Et donc, ça veut dire que vous allez devoir faire 3 molécules qui vont avoir une chaîne de longueur différente. Mais qui ont bien la même formule brute. Et donc la formule brute, c'est C7H16. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire par exemple une molécule qui va avoir une chaîne principale
de 7 carbone, une qui en aura par exemple de 6 carbone et une qui en aura de 5 carbone. Un isomère de structure, c'est un isomère de chaîne, c'est-à-dire que pour une même formule chimique, vous allez avoir une chaîne principale qui n'a pas la même longueur. Donc, si on doit représenter ça, le premier, on avait dit qu'on pouvait faire ces 7 en chaîne principale. Donc, je dessine mes C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il me suffit d'ajouter mes H. Un carbone fait toujours 4 liaisons. Hop. Et donc, forcément, vous allez avoir des H partout. Et techniquement, si vous avez bien fait ça, vous en avez 16 et ça correspond bien à la formule C7H16. Donc voici pour le premier. Après, on peut faire un deuxième isomère où la chaîne principale, ce sera C6. Et alors, il faudra rajouter une ramification qui comporte AC pour qu'on soit toujours bien à C7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes liaisons entre les C. Je prépare déjà mes différentes liaisons. Et alors, comme il faut faire une liaison avec un C, je vais par exemple la mettre ici. Et donc, hop, j'ajoute mes différents H. Hop. Et si on compte, on en a bien 16. On a bien nos 6, nos 7C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au niveau des H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, on est bon. Alors, la dernière, on peut faire du C5 en chaîne principale. Et alors, soit on met 2 ramifs avec un C, ou alors on prend des libertés et on est fou. Et alors, on met une ramification avec 2 C. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a notre chaîne principale. Donc là, vous choisissez ce que vous faites. Si vous voulez faire une ramification ou 2, peu importe. Moi, j'ai choisi de faire 2 ramifications. Ça me plaisait bien. Donc quand on aura fini de dessiner ici la molécule, il faudra juste la nommer. Donc, je vais mettre des H ici. Je vais mettre une petite ramification CH3. Je la fais non développée parce que j'ai plus beaucoup de place. Ici, je vais mettre du H. Là, je vais mettre du H. Et puis, ici, je vais mettre du H. Et là, je mets ma deuxième ramification CH3. Et alors, si on compte, j'ai toujours bien mes 7 H, mes 7 C, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au niveau des H, on est bon. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nommer alors nos molécules. Ici, on a juste un alcane simple fait de 7C, donc on est sur de l'heptane. Je vais noter ça en rouge ici. Donc là, c'est de l'heptane. Ici, on va avoir 6C, donc on va partir sur de l'hexane. Et alors, il faut juste bien noter notre ramification. Donc, quand vous numérotez votre chaîne de carbone, il faut toujours que la ramification ait le plus petit chiffre. Imaginons, on aurait voulu numéroter en commençant par ici. Donc, j'aurais eu C 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça voudrait dire que ma ramification, comme c'est un C simple, un seul C, on aurait eu du 4-méthylhexane. On va voir dans l'autre sens si c'est la même chose ou pas. Donc là, on serait à du 4, parce qu'elle serait sur la quatrième chose, sur le quatrième carbone. Ici, je compte dans l'autre sens, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si j'essaye de nommer dans la couleur orange, je vais du coup avoir 3-méthylhexane. Et donc ici, je vais devoir prendre cette numérotation-ci, parce que la ramification a le chiffre le plus petit, alors qu'ici, elle aurait eu la valeur 4. Donc, on ne peut pas utiliser cette numérotation-là. Vos ramifications doivent toujours avoir le plus petit chiffre. Et donc, je me retrouve avec du 3-méthylhexane. Et puis alors, le dernier, je ne sais pas trop où je vais aller le nommer puisque j'ai plus du tout place.
Donc ici, on se retrouve avec deux ramifications. Elles sont ici, je les entoure en rouge. Et alors, j'ai une chaîne principale qui fait 5 carbones. Donc, on part sur du pentane. Et alors, pour nommer mes ramifications, ça va être la même chose. Je vais voir dans quel sens je peux numéroter pour que ça fasse la plus petite valeur. Imaginons, commençons ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on serait sur du 2, 4, 10 méthylpentane. Et si je le fais dans l'autre sens, ça va être magique, vous allez voir. On serait aussi ma source du 2, 4, diméthylpentane. Ici, comme mes ramifications sont un peu mises en miroir, elles sont en fait à l'avant-dernière place avant la fin de la chaîne, c'est exactement pareil ici. Vous pouvez numéroter dans le sens que vous voulez. Donc, on est du coup sur du 2, 4, diméthylpentane. Et donc voilà pour le troisième isomère de chaîne. Il nous reste à faire l'exercice 1b, où là on ne vous parle plus d'isomère de chaîne, mais d'isomère de position. Donc, isomère de position, ça va être du coup vos ramifications. Donc, vous devez avoir des ramifications, une ou plusieurs, qui doivent avoir des positions différentes. Donc, les isomères de position, on va avoir les ramifications qui vont avoir des positions différentes. Et ici, on est sympa, on ne vous en demande que 2, donc il va falloir juste faire 2 fois la molécule C7H16 avec des ramifications qui vont se situer au même niveau. La chaîne principale sera la même. On peut partir sur du pentane ou sur de l'hexane, peu importe. Mais il faut que les ramifications ne soient pas au même endroit. Moi, je vais faire sur de l'hexane. Donc, je vais partir sur de l'hexane. Donc, une chaîne avec 6C. Et alors, je vais juste déplacer ma ramification. Donc, mon premier isomère, ce sera par exemple C6. Hop, je mets toutes mes liaisons pour ne pas oublier que C doit toujours faire 4 liaisons. Et alors, imaginons, donc je dois mettre juste une ramification CH3 quelque part. Je vais la mettre par exemple ici, CH3. Bon, normalement, il faut la développer en mettant CHHH. Mais ici, vous comprenez. Hop. Donc, on vous demande ici de les nommer. Donc, ma ramification est ici. Je vais numéroter à partir de la droite, comme ça ma ramification sera en numéro 2 et pas en numéro 5 si j'avais numéroté dans l'autre sens. 4, 5 et 6. Et donc je me retrouve avec du 2-méthylhexane. Donc ça c'est mon premier isomère. Et alors le deuxième, je vais rester sur de l'hexane. Il faut bien garder la même chaîne, c'est juste qu'on va faire bouger la ramification. Ça ne va pas être très compliqué. Je repars avec ma chaîne de 6C. Hop, je mets mes différentes liaisons pour le C. Et là, je dois m'arranger pour que ma ramification ne soit pas à la deuxième position. Il faut faire attention parce que si je me dis, je vais le mettre ici, si je numérote dans l'autre sens, ça c'est mon carbone numéro 2. Donc je vais me retrouver à nouveau avec du 2-méthylhexane. Donc il faudrait que je le mette en place numéro 3 ou peut-être en place numéro 4. Ça irait? Oui, ça irait aussi. Donc, je vais le mettre en numéro 3, par exemple, en dessous. Et donc, hop, j'ajoute mes H. Et puis alors, il me reste à numéroter ma chaîne et à nommer ma molécule. Donc, je numérote à nouveau dans ce sens-ci. Hop. Pourquoi? Si j'avais numéroté dans l'autre sens, j'aurais eu 1, 2, 3, 4. Ma ramification aurait été au numéro 4 à la position numéro 4. Et 4, c'est plus grand que 3. Et nous, on veut toujours avoir le plus petit chiffre. Donc ici, on se retrouve avec du coup, 3-méthylhexane.
Et alors on aurait pu en faire encore un où ça aurait été du 4-méthylhexane. Si jamais vous avez voulu faire une molécule qui est faite de 5 carbones et donc faire un isomère de position qui aurait du coup une chaîne double, ça n'aurait pas fonctionné dans le sens où, je vais vous montrer, donc si on fait donc voici ma chaîne principale avec un carbone en moins, comme ça je peux faire une ramification de 2. Ma ramification, je peux par exemple la mettre ici, donc CH2, CH3, puis tout le reste c'est des H. Donc ici elle est bien placée. Et donc on va se retrouver avec du 1, 2, 3, 4, 5. Ma chaîne principale, ce sera du coup bien celle-ci. Hop. Ce sera ceci. On a nos ramifications. Ou alors la chaîne principale, en fait, ça aurait pu aussi être celle-ci. Mais dans tous les cas, on retrouve du CH2 ici et du CH3. Donc en fait, ça et ça, c'est égal. Et ça, c'est égal. Et donc, dans tous les cas, on a du 3-éthylpatane. Donc ça, c'est bon. Après, si on avait voulu essayer de mettre la ramification, donc la double ramification ici plus loin, par exemple là, CH2, CH3, je vous rappelle que quand on cherche la chaîne principale, elle doit toujours être la plus longue possible. Donc si j'avais voulu prendre cette chaîne-ci, celle que j'ai fait tout droite, ça n'aurait pas marché parce que vous auriez eu du C5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, vous avez une chaîne plus longue qui est disponible. La voici. Il faut toujours prendre la chaîne la plus longue possible. Ici, vous allez avoir une chaîne de C1, C2, C3, C4, C5, C6. Et donc, on se retrouve avec de l'hexane qui a une petite ramification ici en CH3. Donc, il n'y a pas moyen de faire un isomère de position avec de l'éthyle, en tout cas pas moyen d'en faire deux, parce que l'éthyle doit obligatoirement se trouver au milieu de la molécule pour ne pas changer la chaîne principale. Si vous aviez eu plus de leptane, donc plus C7 mais C8, là vous auriez pu faire l'exercice avec une ramification qui est éthyle, donc qui est faite de 2 carbones. Il me semble que dans les exercices sur les alcanes, vous avez un cas comme ça où vous avez du C8 et vous devez représenter alors les isomères possibles pour C8. Plus vous montez en nombre de carbone, plus vous allez pouvoir faire des isomères d'opposition. C'était ce qui était mis dans la théorie. Donc ça, c'était pour le premier exercice du dernier chapitre sur la combustion. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et d'avoir fait les exercices. Et je vous dis à la semaine prochaine.